C'est de pouvoir créer une interface qui va communiquer avec une base de données qui contient qu'une seule table. Mais la particularité, c'est qu'il contient des champs qui sont des textes, des champs qui sont des entiers. Mais également, il contient des images. Donc les images, on va les manipuler à travers l'API GDBC, de telle sorte à pouvoir récupérer un fichier à partir de Java et l'enregistrer comme étant un flux binaire sur la base de données. Et inversement, on devrait pouvoir récupérer les flux binaires ou bien le tableau d'octet à partir de la base de données et de pouvoir l'afficher sur l'interface graphique au niveau de Java. Donc la première des choses, on va créer la table étudiant. C'est avec le code. Querytol et on va l'ajouter à partir du code. Donc on va commencer par créer la table étudiant. Cette table va avoir un code qui devrait être la clé primaire et qui devrait s'incrémenter d'une manière automatique. Donc serial, c'est l'équivalent de auto-incrémenter du côté de MySQL. Également, donc il y aurait le nom qui est du texte, donc on va supposer que c'est notre nul. L'utilisateur, il devrait spécifier le nom. Le téléphone également, c'est du texte. Et au niveau de la photo, donc on va supposer que, bien on va l'appeler image. Donc l'image, c'est du byte A. Donc byte A parce que tous les fichiers, toutes les images et autres, lorsqu'on va les stocker sur la base de données, donc ça devrait se stocker comme étant un flux binaire. Donc on va le revoir également lorsqu'on va essayer de récupérer et le mettre dans un objet Java. Donc on va récupérer un objet Java de type flux binaire. Binary stream, c'est un flux binaire ou bien un tableau de bytes. Donc tout ça, c'est pourquoi on va le modéliser comme étant un objet qui est binaire. Donc là, on va retrouver la table. C'est la table étudiant avec les 4 colonnes. Maintenant, on va se mettre du côté de NetBeans. Donc on va essayer de créer un projet. Bon, ça devrait être un simple projet. Donc projet, on va créer un nouveau projet. Donc on va l'appeler gestion étudiant Java. Et on va commencer par créer l'interface qui devrait être l'intermédiaire entre l'utilisateur, entre la machine et l'homme. C'est byte A. Ouais. Donc là, on va créer un GFrameForm, une fenêtre, donc on va l'appeler accueil. Bon, d'ailleurs, c'est la seule fenêtre qu'on va implémenter. Donc maintenant, pour l'implémenter, donc il y a deux parties. Il y a une partie pour l'affichage et une partie pour l'ajout. Donc commençons par la partie de l'affichage. Donc on va juste essayer de séparer. Donc la partie de l'affichage, c'est la partie supérieure. Donc dans laquelle on va commencer par un label. Donc les images, on va les afficher dans un label. Bon, je vais essayer juste d'afficher des bordures. Comme ça, on peut localiser le bouton, on peut localiser le label même si on n'a pas d'image au départ. Donc commençons par ajouter des bordures pour le label. Donc il y a la propriété border, line border. Comme ça on va juste afficher les bordures du label qui devrait contenir l'image. Et on va supprimer le texte qui était à l'intérieur. Donc de même, on va prévoir un label qui va contenir le code, dans lequel on devrait afficher le code, donc code 2 points. Bon, je vais juste augmenter un peu la taille d'écriture. Je vais refaire la même chose pour le nom. Et également pour le numéro de téléphone. Bon, ce sont juste des labels parce qu'on va juste afficher. On n'a pas besoin de modifier. C'est un label et dans lequel il faut activer juste la propriété border. Et vous pouvez choisir parmi plusieurs types de bordures. Donc le plus simple, c'est line border, une bordure sous forme de ligne. On peut même définir le thickness, la largeur du trait, mais également on peut changer de couleur si jamais on a besoin de la changer. Également, donc on va prévoir deux boutons. Ce sont des boutons qui permettent de naviguer. Comme ça, on peut revenir en arrière et avancer. Donc on va avancer vers l'enregistrement suivant.
Donc le bouton, celui-là, on va l'appeler B Previous. Celui-là, on va l'appeler B Next. Ce label, on va l'appeler label image. Ce label, on va l'appeler label code. Label nom. Et label téléphone. Comme ça, on peut les localiser plus facilement au niveau du téléphone, au niveau du code. Donc pour la deuxième partie également, donc il y aurait, bon, je vais reprendre le même code. Donc il y aurait un label code, un label pour le nom, alors que là, donc c'est la partie pour l'ajout, donc il devrait y avoir des champs de texte. Donc on va ajouter, bon, le code, bon, plutôt le code c'est auto-increment, donc on ne devrait pas le spécifier, c'est plutôt le nom avec le téléphone. Avec également un champ de saisie. Donc de même, il y aurait un label. Bon, il y aura un label dans lequel on va charger l'image qu'on souhaite ajouter. Bon, je vais juste rétrécir un peu la dimension de l'image. Et également, donc il y aurait deux boutons. Le premier bouton, ça permettrait de charger l'image à partir de l'explorateur des fichiers. Donc, charger image. Et un deuxième bouton qui permettrait d'ajouter l'étudiant dans la base de données. Donc là, on va l'appeler ajouter étudiant. Donc en gros, ça, ce sont les éléments dont on a besoin au niveau de l'interface. Donc ce qui va nous rester, ce sont les événements. Donc pour commencer le test, par quelle partie on va commencer le test? Bon, on ne peut pas commencer par la partie de l'affichage. Bon, pourquoi on ne peut pas commencer par la partie de l'affichage? Parce que certes, on peut ajouter le code, le nom téléphone, on peut les saisir, mais au niveau de PostgreSQL, au niveau de pgadmin, on ne peut pas visualiser les images. Donc on ne peut pas ajouter, retirer des images, donc il faut forcément passer par l'interface. Bon, sur l'interface, la première des choses, il faudrait implémenter l'événement du bouton charger image. Donc le bouton charger image, ça devrait charger une image et l'afficher sur le label, alors que le bouton ajouter étudiant devrait prendre toutes les informations sur l'étudiant. Donc on parle du nom, du téléphone, de l'image et de le mettre sur la base de données. Bien sûr, le code, c'est un code qui est automatique. Donc commençons par l'événement de charger image. Donc on va essayer de le faire avant d'établir la connexion. Bon, généralement, que ce soit les méthodes ou bien les événements qui sont liés à la base de données, ou bien également les événements qui sont liés aux entrées-sorties. Donc de préférence, il faudrait le mettre dans un bloc try catch, parce que généralement, ce sont des méthodes qui peuvent déclencher des exceptions. Donc c'est pourquoi on va les traiter par des try catch. Et généralement, au niveau du catch, donc le traitement, ça va se faire par des boîtes de dialogue. C'est comme le cas de show message dialogue. Donc on va l'associer à la fenêtre courante pour que la fenêtre soit bloquée. Et là, on va juste tout simplement mettre un message. Donc là, on est en train de lire le fichier. Donc par exemple, on va mettre impossible de lire le fichier ou bien l'image. Donc maintenant, au niveau du traitement, donc la première des choses, lorsqu'on veut charger un fichier, donc là, premièrement, il faut commencer par ouvrir un gFileChooser. Donc le gFileChooser, c'est l'élément, ou bien c'est la boîte de dialogue qui permet de choisir un fichier. Donc on va tout simplement choisir, ou bien créer un nouveau FileChooser. Bon, il y a plusieurs constructeurs de FileChooser. Bon, ce qui nous intéresse, on va utiliser celui par défaut. Donc il y a plusieurs variantes. Ça dépend, est-ce qu'on veut pointer sur un répertoire spécifié, ou bien on peut directement se mettre sur la racine. Donc c'est pourquoi on va choisir cette version qui est là. Et là, il faudrait juste l'afficher. Donc il y a la méthode show open dialog. Donc il permet de choisir ou bien d'ouvrir la boîte de dialogue.
Et bien sûr, on va toujours l'associer à la fenêtre en cours. Ça permettrait de bloquer la fenêtre. Et on ne peut pas revenir à la fenêtre avant de choisir un fichier ou bien de fermer la fenêtre. Normalement, il faudrait choisir le fichier. Donc là, on va lire un fichier. Donc le fichier devrait être lu à partir du file chooser. Donc là, tout simplement, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs getters. Bon, si jamais on a besoin de choisir plusieurs fichiers à la fois, donc on peut choisir get selected files avec le S à la fin qui permet de récupérer un tableau de fichiers. Mais puisqu'on va sélectionner une seule image qu'on cherche à visualiser, donc là on va choisir le get selected file. Normalement, la dernière des choses qu'il faudrait mettre, c'est reprendre ce label. Bon, je vais voir son nom. Donc c'est label image. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de l'afficher, ou bien de prendre le fichier, le convertir vers une image. Donc new image icon, donc c'est une image qui peut être visualisée sur le label. Donc là on peut mettre new image icon. Bon, c'est image icon. Donc de même, on va retrouver qu'il y a plusieurs variantes. Par exemple, il y a celle à partir du nom du fichier. Par exemple, f.get. Bon, généralement, ça devrait être get. Bon, get absolute name ou bien quelque chose comme ça. Mais de toute façon, on ne va pas l'utiliser. Pourquoi on ne va pas l'utiliser? Parce qu'on va voir que cette approche, ça va présenter un problème. Donc le problème que va présenter cette approche, c'est que quelle que soit la nature de l'image, il ne va pas la redimensionner. Et donc là, plus ou moins, on est sûr que on ne va pas visualiser toute l'image. Donc soit on va afficher juste une partie de l'image si jamais l'image, la dimension de l'image est supérieure à la dimension du label, ce qui va être généralement le cas. Ou bien inversement, on va afficher toute l'image, mais il y aurait des pixels qui sont vides. Donc c'est la raison pour laquelle, heureusement qu'il y a une autre classe qui permet de travailler avec des images qu'on peut redimensionner. Donc c'est le cas des buffered images. Donc là, on va construire une buffered image. Donc buffered image, c'est une image un peu particulière parce que on peut la redimensionner. Donc on va construire une image. Donc cette image, donc il faut savoir que on va travailler avec des méthodes qui permettent, voilà, donc on va lire le fichier, on va le mettre dans une image de type buffered image. Et avant de pouvoir construire la buffered image à partir de image icon, ou plutôt construire le image icon à partir de buffered image, bien sûr il faudrait la redimensionner. Donc c'est la raison pour laquelle on va redimensionner l'image. Donc plutôt c'est get parce qu'on va redimensionner, on va récupérer une instance redimensionnée. Voilà, normalement ça, on devrait le mettre dans une image. Donc on va construire une autre image. Et ça devrait être l'image qui a été redimensionnée. Donc là, la largeur, bien sûr, ça devrait être la largeur du label. Parce que de toute sorte, ce qu'on cherche à faire, c'est prendre les dimensions du label et l'utiliser comme dimension de l'image. Donc même ici, on va récupérer la hauteur de l'image. Et le dernier paramètre, donc généralement, c'est l'algorithme qui devrait être utilisé pour le redimensionnement. Bon, peu importe l'algorithme qu'on va utiliser, donc plus ou moins, on va retrouver les mêmes résultats. Donc il y a plusieurs algorithmes qui permettent de le faire. Par exemple, on va choisir le Scale Smooth. Donc Scale Smooth, c'est un algorithme qui permet de redimensionner l'image. Bien sûr, il y a des pertes au niveau des pixels, mais bien sûr, généralement, lorsque le label est d'une petite dimension, donc on ne va pas sentir la différence. Mais généralement, on ne va pas sentir la différence parce que l'image, généralement, elle est assez grande, nettement plus grande que label, donc on ne va pas sentir la différence. Et de toute façon, ça c'est juste au niveau de l'affichage. Mais au niveau de la base de données, donc c'est le fichier qu'on va stocker. Ou bien c'est le flux binaire qui devrait être construit à partir du fichier qu'on devrait stocker. Donc là, je vais mettre image 2. Comme quoi, c'est l'image qui a été redimensionnée. Là, normalement, le fichier, on va l'utiliser, on va le lire dans cet événement, dans cette fonction. Mais on va l'utiliser dans l'événement de l'autre bouton. Donc bien sûr, si jamais on va le déclarer dans la fonction ou bien dans l'événement du premier bouton, on ne peut pas l'utiliser ailleurs. Donc c'est pourquoi ce que je vais essayer de faire avant de voir l'événement ajouté. Donc je vais déclarer le fichier. Bon, je vais le déclarer comme étant, voilà, comme une variable globale. Bon, c'est déjà fait. Donc ça, je vais déclarer le fichier comme une variable globale. Et de cette manière, donc on peut
l'utiliser dans tous les événements. Parce que si jamais on le déclare dans un événement, ça serait local à l'événement. Et puisque ça devrait être une variable plus ou moins globale, donc on devrait le déclarer comme un attribut. De tester pour le bouton qui permet juste de charger l'image. Donc là, on va charger l'image, on va choisir une image. Et on devrait retrouver l'image qui est redimensionnée, qui va prendre les dimensions du label, de telle sorte à ce qu'on puisse visualiser toute l'image. Donc là, on va essayer d'ajouter cet étudiant dans la base de données. Mais bien sûr, avant de l'ajouter, il faudrait établir la connexion. Puisque la connexion, on va l'utiliser également dans plusieurs événements, donc je l'ai déclaré à l'extérieur. Donc là, on va la déclarer comme étant une variable globale. Mais quand est-ce qu'on va établir la connexion? Bien sûr, la première des choses, il faudrait l'établir dans le constructeur. Parce que la connexion, il devrait être établie dès le départ, dès le chargement de l'image, plutôt de l'interface. Donc là, la première des choses, on va charger le driver. Bon, je l'ai déjà ajouté. Donc, on travaille avec le PostgreSQL. Donc là, il faudrait charger le PostgreSQL.driver. Bon, c'est un fichier .class qu'il faudrait charger. Et par la suite, donc, on va directement associer à la connexion qu'on avait déclarée à l'extérieur. Donc, c'est le driver manager qui permet d'établir la connexion. La méthode, c'est getConnection. Et bien sûr, là, on a besoin des informations sur l'URL. Donc, gdbc2.postgresql comme nom de SGBD. Localhost, on travaille juste en local. Ça, c'est le port par défaut. Bien sûr, on peut ne pas le mentionner parce que c'est le port par défaut. Et donc là, ce qui manque, c'est le nom de la base de données qu'on avait appelé BD étudiant. Et également, on aurait besoin des informations sur l'authentification. Donc, le user par défaut qu'on utilise sur le PostgreSQL. Et le password, c'est 1, 2 jusqu'à 6. Et donc, de même sur le catch, le traitement, ça va se faire. Bon, je vais copier ce qu'on avait fait sur l'événement pour charger le fichier, ou bien pour charger l'image. Et donc là, je vais mettre un message comme quoi erreur de connexion. Bon, je peux ajouter plus de précision en disant que si jamais c'est SQL exception, si c'est SQL exception, ça veut dire qu'il n'a pas retrouvé la base ou bien des informations d'authentification qui sont incorrectes. Et si jamais c'est class not found, donc ça veut dire que il n'a pas pu charger le driver. Et donc là, on va essayer d'implémenter l'événement du bouton qui permet d'ajouter l'étudiant. Et donc lorsqu'on cherche à ajouter l'étudiant, il faut premièrement commencer par récupérer les informations. Mais toujours c'est le même traitement. Commencer par le try catch. Dans le catch, une boîte de dialogue avec un message. Donc là, il y aurait un problème dans l'ajout. Donc on va dire que c'est erreur d'ajout d'étudiant. Et donc à l'intérieur, la première des choses, il faut récupérer le nom. Donc le nom, on va le récupérer d'après ce que l'utilisateur il avait saisi. Bon, j'essaie de récupérer le nom de la variable. Ça c'est texte nom et ça devrait être texte téléphone, texte tel. Et voilà, donc le nom c'est texte nom, le champ de saisie .getText. Le téléphone également, il a été considéré comme une chaîne de caractères. Donc texte tel. Bon, je pense, bon, c'est texte téléphone pour le premier et texte tel pour le deuxième. Donc ce qu'on cherche c'est texte tel .get text. Voilà, là on a récupéré les informations que l'utilisateur il avait saisies. Mais également on devrait récupérer ce que l'utilisateur il avait affiché. Mais bien sûr on ne va pas le récupérer depuis le label. Mais on peut directement le récupérer depuis, depuis le fichier. Bon, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on l'avait déclaré comme étant une variable globale. C'est pourquoi la première des choses, il faudrait convertir le fichier en un input file, ou bien plutôt file input stream. Bon, je vais l'appeler flux fichier. Et donc là, on va construire un flux binaire à partir du fichier. Voilà, on va choisir la version qui prend un fichier. Donc là, on vient de construire un flux binaire à partir du fichier. Puisqu'on vient de construire un flux binaire à partir du fichier
Et donc là, on peut commencer par créer la requête. Bon, on va créer une requête dynamique, prepare statement. Requête est égale à c. Bon, c minuscule, prepare statement. Bon, c'est pas call. Donc call c'est pour les statements qui sont callables, c'est-à-dire les bon, prepare. Donc les procédures qui sont stockées sur le EGB2. Donc là, on cherche à construire notre propre requête. Voilà, insert into étudiant. Puisque le code il est automatique, donc on va lui demander de n'insérer que dans le nom, le téléphone. Bon, je vais juste m'assurer du nom que j'ai mis sur la colonne de l'image. Donc c'est image. Et automatiquement, donc il va prendre le code comme une variable dynamique. Donc là, j'aurai besoin de 3 paramètres. Voilà, et par la suite, donc je vais juste faire le lien entre les points d'interrogation avec ce qui a été saisi ou bien ce qui a été récupéré auparavant. Et donc avant de pouvoir exécuter la requête, execute update, parce que c'est une insertion. Donc avant de pouvoir exécuter, et pour ne pas se retrouver avec une erreur, donc il faudrait injecter les valeurs qu'on avait pu saisir, qu'on avait pu récupérer plutôt dans les points d'interrogation. Donc commençons par le premier, c'est la chaîne de caractères qui est relative au nom. Donc le premier point d'interrogation devrait être remplacé par le nom. On va refaire la même chose pour le numéro de téléphone. Bon, c'est pas ça. C'est cette string. Donc le deuxième point d'interrogation devrait être remplacé par le téléphone. Et pour le dernier, donc qui est le fichier, qui est le flux binaire qui a été alimenté à partir du fichier. Donc là, on va travailler avec le set binary stream. Parce qu'en fin de compte, donc un flux binaire, ou bien un flux qui a été construit à partir d'un fichier, en fin de compte, c'est un flux binaire. Donc le troisième point d'interrogation, il devrait être remplacé par le flux du fichier. Généralement pour le binary stream, puisque c'est un flux binaire, c'est une suite de caractères, ou bien c'est une suite de flux. Généralement, il est préférable de choisir ou bien de spécifier quand est-ce qu'il devrait s'arrêter. Ou bien quelle est la dimension du flux auquel il devrait s'attendre. Donc là, on va tout simplement juste spécifier la longueur du fichier. Et donc là, il saurait quelle est la longueur du flux qu'il devrait, ou bien auquel il devrait s'attendre. Et donc là, on va juste exécuter pour voir est-ce que ça va ajouter dans la base de données. Mais généralement sur la base, ou bien sur le PG admin, sur l'interface d'administration, on ne peut pas visualiser directement les images. Mais juste on va voir est-ce qu'il permettrait d'ajouter une nouvelle ligne dans la base. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc là, il n'y a rien sur la base de données, ou bien sur la table étudiant. On va essayer d'exécuter, on va essayer d'ajouter un étudiant. On va charger une image. Et on va ajouter l'étudiant. Bon, on n'a pas ajouté de message de confirmation. Bon, là, je vais actualiser pour voir est-ce qu'il a pu ajouter une nouvelle ligne dans la table. Bon, généralement, puisqu'il n'y a pas le message, il n'a rien affiché. Bon, on n'a pas mis de print stack trace, mais on a mis un message, une boîte de dialogue. Voilà, donc puisqu'il n'a pas affiché la boîte de dialogue, bon, a priori, ça devrait ajouter la nouvelle ligne dans la table étudiant. Donc là, on va essayer de le vérifier, ou bien de le revérifier. Voilà, donc là on retrouve une nouvelle ligne qui a été ajoutée, mais bien sûr pour l'image, on vient de le dire, l'image c'est juste des données qui sont binaires, donc on ne peut pas les visualiser directement. C'est pourquoi il faudrait également implémenter la première partie. Donc la première partie c'est elle qui permet de visualiser. Et ainsi on peut vérifier est-ce que les informations, les images, les informations qui ont été saisies par l'utilisateur, bon principalement l'image, est-ce que l'image elle a été insérée telle qu'il a été récupérée depuis l'ordinateur. Donc là l'étape suivante c'est au niveau de l'affichage, on devrait visualiser le contenu de la base sans avoir à chaque fois à basculer vers le PG admin qui également présente la limite de ne pas pouvoir afficher les images ou bien le flux binaire ou bien les données binaires sur le PG admin. Donc c'est pourquoi on va passer à l'étape suivante qui permettrait d'afficher tous les étudiants qui sont sur la base. Bon, avant cela, je vais ajouter plusieurs informations comme ça.
on peut tester. Bon, je vais changer d'image. Comme ça, on va voir la différence. Voilà, donc là, on devrait se retrouver avec deux bases. Peut-être également, donc il faudrait ajouter un message. Comme ça, on saurait est-ce qu'il a ajouté l'étudiant sur la base. Donc, on va juste ajouter une boîte de dialogue. Bon, peut-être également, il faudrait vider les champs de telle sorte à... Voilà, par exemple, on va dire que étudiant ajouté avec succès. Donc, de cette manière, on saurait est-ce que l'étudiant il a été ajouté. Donc, de même, texte-nom. Bon, peut-être pour vider les champs, on va plutôt prévoir une méthode. Ça serait plus simple parce qu'on va le solliciter plusieurs fois dans chaque événement. Donc là, on va s'intéresser à l'affichage. Donc là, on va chercher à afficher les informations sur l'étudiant directement sur l'interface. Donc lorsqu'on cherche à récupérer, donc là, l'objet qu'on devrait utiliser, c'est un result set. Donc le result set, on va l'associer à un statement. Donc là, create statement. Bon, avant de voir, bon, je vais pas brûler les étapes. Donc commençons par créer un statement. Requête est égale à c.createStatement. Et par la suite, donc je vais déclarer un result set qui devrait recevoir le contenu de la base. Donc là, je vais mettre execute query. Donc pour la sélection, c'est execute query. Et pour les requêtes SQL qui permettent de modifier le contenu de la base, en l'occurrence c'est l'ajout, la suppression et la mise à jour. Donc c'est plutôt le execute update. Donc là, je vais récupérer tout ce qui se trouve sur la base de données, sur la table étudiant. Et je vais essayer de le mettre dans un result set afin de pouvoir l'afficher par la suite. Le result set, il devrait être un peu particulier parce que normalement, si on va utiliser le result set par défaut, c'est un result set qui n'est pas navigable dans les deux sens. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on avait déclaré le statement, donc là, il faudrait spécifier comme quoi c'est un result set qui est scrollable. Donc pour cela, on devrait spécifier que c'est un result set de type scroll, bon, de type scroll, comme quoi on peut naviguer dans les deux sens. Et également, il faudrait se poser la question, est-ce que ça devrait être sensitive ou bien insensitive? Là, il devrait être sensitive au changement de la base, de telle sorte à ne pas pouvoir à chaque fois fermer la fenêtre et la relancer pour voir les modifications. Donc, on va choisir comme quoi c'est scroll sensitive. Et pour l'instant, on va travailler avec un result set qui est read only. On va l'utiliser juste pour lire les données. Par la suite, on va essayer de le modifier de telle sorte à ce qu'il redevienne updatable. On peut le mettre à jour. On peut mettre à jour directement à partir de result set. Donc là, on va choisir concours read only. Maintenant qu'on a pu récupérer tous les éléments, bien sûr, la première des choses, il faudrait tester est-ce qu'il y a un élément, dans le result set. Bon, le r.next, ça permettrait, bon, c'est plutôt le res.next, ça permettrait de tester est-ce qu'il y a un élément, au moins un élément sur la base, ou bien sur le result set. Donc automatiquement, si jamais il y a cet élément, on va essayer de récupérer le code. Donc le code, on va le récupérer comme quoi c'est la première colonne. Donc c'est getInt. Donc le code, on l'avait déclaré comme étant serial. Donc c'est le premier entier qui devrait être récupéré. De même, on va récupérer le nom. Donc le nom, c'est la deuxième colonne. Bon, pour ne pas se retrouver avec des problèmes au niveau des noms des colonnes, donc on va travailler plutôt avec les positions. C'est plus simple à utiliser. De même pour le téléphone. Donc c'est le troisième. Un point. Donc c'est le troisième, c'est la troisième colonne qu'on devrait récupérer. Maintenant pour l'image, donc on a dit que l'image a été stockée comme étant un flux binaire. Et lorsqu'on va essayer de la récupérer, donc on peut travailler avec un tableau de bytes. Bon, un tableau de bytes, ça veut dire que chaque case c'est un octet. Et bien sûr, chaque pixel, donc on va le considérer comme un octet. Donc c'est pourquoi lorsqu'on va récupérer un tableau de bytes, bon, ça devrait être l'image, mais c'est l'image comme étant toujours un tableau de bytes. Donc là, on va mettre getBytes. Ça permettrait de récupérer le quatrième, ou la quatrième colonne qui est sous forme de flux binaire. Bon, là, on va récupérer ce qui est ici. Donc là, on va le récupérer comme étant binary data. C'est sous forme d'un tableau de bytes. Je vais afficher toutes ces informations sur les différents labels qui sont déployés sur l'interface. Donc là, le code, ça s'appelle textcode. Celui-là s'appelle
texte nom, le téléphone, c'est texte téléphone, et pour afficher l'image, c'est texte image. Et donc tout simplement, il faut juste faire le lien entre les informations qu'on a pu extraire à partir de Result7 et de les mettre sur les différents labels. Donc commençons par texte code. Donc set texte, on va y mettre le code. Bien sûr, il s'attend à une chaîne de caractères alors que c'est un entier. Bon, le plus simple des méthodes, c'est de concaténer avec une chaîne qui est vide. On va refaire la même chose pour, bon, déjà pour le texte nom. Bon, pour être sûr, est-ce que c'est le nom majuscule, minuscule? Donc texte nom minuscule, et ça c'est texte téléphone. Donc là, de même, texte nom point set texte. Et on va spécifier le nom. Donc à la base, c'est une chaîne de caractères, donc on n'a pas besoin de convertir. Il y a également texte téléphone est égal à set texte. Bon, point set texte téléphone qu'on a pu extraire. Et donc ce qui va nous rester, c'est l'image. Donc l'image, pour l'instant, on dispose d'un tableau de bytes. Et donc si on essaie d'afficher sur texte image cette icône, bien sûr, c'est pas cette texte, c'est cette icône. Et là, on va essayer de construire une image icône. Et donc, si on essaie de voir du côté des constructeurs, bon, on voit qu'il y a un constructeur qui prend un tableau de bytes. Et ça permettrait de convertir ce tableau de bytes en une image icône et de pouvoir le visualiser sur le label. Et donc là, on va prendre ce tableau de bytes et on va essayer de l'afficher. Et donc là, a priori, lorsqu'on va exécuter, ça devrait afficher toutes les informations. Bien sûr, ça devrait afficher les informations sur le premier enregistrement qui est sur la base, celui-là. Et donc là, on va essayer d'exécuter, voir. Bon, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'image, parce qu'on n'a pas pu la visualiser du côté de... On n'a pas pu l'afficher du côté du côté du pgadmin. Bon, là, il n'a pas pu afficher. Il n'a pas affiché de message d'erreur. Donc là, on va vérifier. Qu'est-ce qu'on avait mis? Donc... Bon, normalement, là, c'est pas juste erreur de connexion. Ça peut être également autre chose qu'une erreur de connexion. Bon, généralement, dans la phase de développement, on peut se permettre de mettre le print stack trace. Parce que dans la phase de développement, on peut avoir besoin des messages qui devront s'afficher. Des messages d'erreur. Donc là, je peux me permettre de mettre un print stack trace. Ça permettrait d'avoir une idée sur les exceptions qui ont été déclenchées. Mais de toute façon, il n'y a pas d'exception qui a été déclenchée parce qu'il n'y avait pas le message qui a été affiché. Donc généralement, ça peut être juste au niveau des... bon, texte image. Bon, parce que c'est texte image, voilà. Bon, le code, le nom, téléphone, il les a récupérés. Elle est présente, sauf que elle est en arrière-plan gris. Donc c'est pourquoi on voit qu'une partie de l'image. Donc l'idée c'est de redimensionner comme ce qu'on avait fait au niveau de l'affichage, de la récupération de l'image. Donc là normalement il faudrait redimensionner. Donc on dispose d'un tableau de bytes et on devrait le convertir vers une buffered image. C'est pourquoi il faudrait cette fois-ci construire. Bon, peut-être il a fallu récupérer au lieu de bytes. On pouvait récupérer par exemple, il y a le get binary stream, donc on peut récupérer un flux binaire. Et de cette manière, donc on peut directement l'utiliser pour construire un objet de type buffered image. Bon, sinon on peut même avec le byte, donc de même on peut construire un input stream. Bon, je vais l'appeler flux. Donc ce flux devrait être converti ou bien devrait être créé à partir du tableau de bytes. C'est pourquoi ça devrait être un byte array input stream qui va prendre un tableau de bytes qui est l'image. Et ensuite, on va essayer de construire la buffered image. Donc de même, donc buffered image c'est une classe qui est abstraite. Donc c'est pourquoi on va utiliser toujours des méthodes. Donc c'est comme read et on va construire le flux. Et la même chose, on va essayer de construire une image img2. C'est la version redéfinie ou bien la version redimensionnée de... Bon, c'est get scale instance. Et donc de même, on va essayer de récupérer la dimension du label.
Bon, peut-être c'est pas la méthode la plus courte à faire. On pouvait directement récupérer le buffer d'image, le binary stream, et on peut directement construire le buffer d'image à partir de ça. Mais de toute façon, donc, ça revient au même. Il y a plusieurs manières de le faire. Donc ça, c'est parmi les méthodes à faire. On va récupérer la hauteur de cet élément. Et on avait travaillé avec le scale smooth. Et c'est le IMG2 qu'on devrait utiliser pour afficher l'image. Et donc là, on va essayer de réexécuter. Bon, a priori, on devrait retrouver une image qui a été redimensionnée. Donc là, on retrouve l'image. Bon, normalement, dans un premier temps, on n'affichait que cette partie. C'est pourquoi on avait l'impression que l'image n'a pas été modifiée, n'a pas été visualisée plutôt. Alors que normalement, il a fallu juste la redimensionner pour qu'on puisse le voir. Maintenant, on va essayer de naviguer entre les différents éléments. Donc, pour naviguer entre les différents éléments, si jamais on n'avait pas défini comme quoi le result set, c'est un result set qui est scroll, c'est-à-dire on va travailler que avec le forward only, on pouvait que avancer, on ne peut pas revenir en arrière. Mais puisqu'on avait défini comme quoi il est type scroll et il est sensitive, donc là, à part le next, on a également une méthode previous qui permet de revenir en arrière. Donc on va voir que généralement c'est le même code, ce qu'on avait fait ici. On va le refaire dans les autres événements. Par exemple, le bouton qui permet d'avancer, c'est le même code qu'on va reproduire. On va tester est-ce qu'il y a un élément suivant. Si c'est le cas, bon déjà le res, il faudrait le déclarer. Voilà ici, et pas à l'intérieur. Donc l'avantage de l'utilisation d'un result set qui est scrollable, c'est qu'on va le déclarer, on va le récupérer une seule fois. Et même lorsqu'on va le mettre comme quoi c'est updatable, donc on va récupérer le result set une seule fois. Et on n'a plus besoin de retravailler avec des requêtes SQL, on va travailler qu'avec des fonctions qui sont prédéfinies. Donc là, on était en train d'implémenter l'événement de ce bouton. Donc on avait dit que, bon, généralement il faut faire un try catch. Donc ça c'est un réflexe qu'il faudrait toujours adopter. La première des choses c'est le try catch. Bon là, on peut mettre des boîtes de dialogue, show message dialogue. Au niveau de l'implémentation, bien dans la phase de développement, donc on peut se permettre de mettre des print stack trace. Donc là, on va dire que erreur lecture étudiant suivant. Bon, normalement, de toute façon, sur le dernier élément, bon, de toute façon, il y a le test. Donc, ça ne va pas provoquer une exception. Bon, donc là, on est sur le premier élément. On va cliquer, donc on va passer au deuxième. Et on va cliquer, donc il y a déjà le test. Donc le test, ça permet de tester est-ce qu'il y a un élément suivant. Puisque le next, ça permet de tester et d'avancer. Donc il a testé, il a trouvé qu'il n'y a pas d'élément suivant. Donc il va pas avancer vers cet élément. Et de même, bon, je vais essayer de reprendre le même code. Et sur le bouton qui permet de revenir en arrière, voilà, c'est la même chose. La seule différence à faire, c'est au lieu de next, on cherche à revenir en arrière, on va mettre previous. Et donc de cette manière, on peut avancer comme on peut reculer. On peut avancer vers le deuxième élément, on peut revenir vers le premier élément. Également, donc, ce bouton, donc, ça permettrait de pointer directement sur le dernier élément, sur le premier élément. Donc, de même, il n'y a pas de différence. La seule chose qu'il faudrait modifier, voilà, au lieu de next ou bien previous, donc là, on cherche à pointer sur le premier élément. Donc là, automatiquement, on va mettre res.first pour cet élément qui permet de pointer sur le dernier élément. De même, la seule chose à modifier, c'est last pour qu'il pointe sur le dernier élément. La seule ou bien le seul cas dans lequel il ne va pas pointer sur le dernier élément, c'est lorsque le result set il est vide. S'il y a au moins un élément, donc il faut pointer vers cet élément, comme quoi c'est le dernier élément qui devrait être récupéré. Bon, avant de tester la fin et le début, normalement, on va ajouter d'autres étudiants. On va charger des images.
Ajouter avec succès. Bon, on n'a pas ajouté la méthode qui permet de vider les champs. Bon, normalement là, même si on avait mis comme quoi c'est sensitive, mais pourquoi il n'est pas sensitif à l'ajout d'un nouveau étudiant? Tout simplement parce que l'ajout, on l'avait fait avec des requêtes SQL. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est au lieu de travailler avec des requêtes SQL pour l'ajout, et pour qu'on puisse visualiser directement les modifications sur l'interface, donc l'ajout, la mise à jour et tout ça, ça devrait se faire non plus avec du code SQL. Donc pour cela, le prepare statement, on n'a plus besoin de ça. Donc l'avantage d'un result set qui est updatable, bon il faudrait le modifier également dans la déclaration, c'est que c'est un result set qu'on peut utiliser comme un aperçu de la base de données. Et donc de cette manière, on peut l'utiliser pour que ce soit ajouter de nouveaux étudiants, de nouveaux enregistrements sur la table, ou bien même on peut l'utiliser pour la mise à jour. Et bien sûr, ça sans passer par des requêtes SQL. Mais on devrait travailler directement avec des méthodes prédéfinies. Par exemple, pour l'ajout, au lieu de travailler avec du SQL, donc là, il y a des méthodes qui sont prédéfinies qu'on peut utiliser. Donc la première des choses, sur le result set, on va se positionner sur une position qui est valide afin de pouvoir ajouter. Donc la première des choses, il faudrait avancer vers une nouvelle ligne qui est vide. Et bien sûr, une nouvelle ligne qui est vide, mais on devrait à chaque fois modifier. Par exemple, pour le premier élément, voilà, update. Bon, on va pas mettre à jour le code, on va mettre à jour le nom. Donc update string. Bon, je vais mettre comme quoi la colonne nom, je devrais y mettre la variable nom. Je vais refaire la même chose pour téléphone. Voilà. Sur la colonne téléphone, je devrais mettre téléphone également. Et sur le dernier élément, de même update. Voilà, donc update binary stream. Le nom de la colonne, ça s'appelle image. Le flux qu'on va utiliser sur le flux du fichier. Et la longueur, donc c'est fichier.length. Et donc, une fois que vous mettez à jour toutes les colonnes, donc tout simplement, donc là, il faudrait insérer. Donc l'insertion, ça se fait par la méthode insert row. Voilà. Et le curseur, pour l'instant, il est toujours dans une position qui n'est pas valide. Donc il faudrait juste le modifier pour qu'il puisse être sur une position valide. Et de cette manière, on peut avancer, reculer. Et donc on peut avoir accès à toutes les méthodes qui sont qui permettent de revenir en arrière, le previous, le next et les autres. Donc là, il y a les trois enregistrements qu'on avait ajoutés. On peut directement pointer sur le dernier élément. Quand on peut revenir vers le premier, on peut avancer d'un pas, revenir en arrière. Donc tout ça, on l'a déjà vu. Donc ce sont juste des méthodes qu'il faudrait modifier. Donc là, on va essayer d'ajouter un nouveau étudiant. On va charger une image. Donc, erreur d'ajout, on va voir, bon, on a oublié d'ajouter le print stack trace. L'affichage de la trace de l'erreur, comme ça on saurait quelle est l'exception qui a été déclenchée et qui a permis de, plutôt qui n'a pas permis d'ajouter cet enregistrement sur la base. Bon, de toute façon, il ne va pas ajouter, donc là, voilà, et on va voir. Voilà, la fonction update binary stream n'est pas encore implémentée. Bon, ça veut dire que sur la classe du driver, cette fonction n'a pas été implémentée.
Et là, on va chercher une autre manière. Bon, de toute façon, il y a plusieurs il y a plusieurs méthodes, mais il y a plusieurs approches qu'on peut adopter. Donc là, on ne peut pas travailler avec updates binary stream parce qu'il n'a pas été implémenté encore sur le fichier .class du driver qu'on a pu utiliser. Donc là, on va voir quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser. Bon, il y a par exemple update bytes. Update bytes, donc ça c'est une image. Bon, c'est le nom de la colonne. Et donc là, l'idée c'est de convertir ce flux du fichier. Donc ce qu'on va essayer de faire, donc là, on n'a plus besoin de travailler avec le file input stream. On peut travailler avec le fichier. Sauf que le fichier, donc il faudrait le convertir vers... Bon, update bytes, ça prend le nom de la colonne et ça prend le tableau de base. Donc on n'a plus besoin, parce qu'on ne travaille plus avec un flux, donc on n'a plus besoin de la longueur. Et donc l'idée c'est juste convertir le fichier vers un tableau de bytes. Et donc là on va voir quelles sont les méthodes qui sont disponibles sur la classe files. Voilà, donc il y a par exemple read all bytes. Ça permet de retourner un tableau de bytes et on devrait lui donner le chemin du fichier. Donc là on devrait le récupérer, voilà, le path, le chemin du fichier. Et donc il va lire le fichier, il va le convertir vers un tableau de bytes, et là on devrait se retrouver avec ce fichier là. Et on va essayer de retester. Bon, espérons que cette méthode update bytes elle a été implémentée. Normalement read all bytes ça prend un chemin. Et le get absolute path, ça retourne une chaîne de caractères, je pense. Et donc là, on va chercher quelle est la méthode qui prend... Voilà, toPath, ça permet de convertir le fichier ou bien extraire le chemin du fichier. Et donc là, on va essayer de retester. Bon, il y a deux exécutions. Bon, je vais arrêter une et garder une. Donc, il n'y a toujours que les 3 étudiants. Je vais ajouter un quatrième. Voilà, étudiant ajouté avec succès. Ça veut dire que ce soit avec des requêtes SQL, que ce soit avec des fonctions, ça revient au même. Donc là, on se retrouve avec les mêmes traitements. Et l'avantage, c'est que puisque le result set il est sensitive, donc on a ajouté un étudiant, et c'était pas la peine de fermer la fenêtre et de réexécuter pour voir les modifications. C'était à la fois sensitive et scrollable. Scrollable juste pour dire que on peut naviguer dans les deux sens. Et puisque le result set il est devenu updatable, on peut le mettre à jour. Et donc de cette manière, on peut le mettre à jour directement à travers des méthodes et non plus avec des requêtes SQL. Et si jamais c'est le cas, si jamais vous allez le mettre à jour à travers des méthodes, puisque c'est sensitif au changement, donc directement vous allez retrouver le changement. Et de cette manière, on travaille avec un result set, comme quoi c'est un aperçu de la base, et on peut le modifier directement sans avoir à utiliser des requêtes SQL. Bon, ça c'est valable également pour la mise à jour. Donc ce qu'on avait fait ici, ce qu'on avait fait pour l'ajout, c'est valable également pour la mise à jour. La différence, c'est qu'au lieu de mettre move to insert row, il faudrait se positionner sur une position. Et toujours, c'est la même chose, c'est update string. Également, au lieu de mettre insert row, il y a la méthode update row. Donc, au lieu de travailler avec ajouter une nouvelle ligne, donc on va pointer sur, on va mettre le curseur sur la ligne qu'on cherche à modifier. Au lieu de insert row, on ne cherche pas à ajouter une nouvelle ligne, on va juste la mettre à jour. Donc, ce sont juste des méthodes qu'il faudrait utiliser afin qu'on puisse travailler avec un result set. Et de cette manière, donc c'est plus facile à utiliser. On n'a plus besoin de se perdre dans les requêtes SQL, avec les prepare statements, avec les types, avec les crochets, avec la fermeture des crochets, des parenthèses, des virgules et les autres. Donc là, c'est plus facile à faire parce que ce sont juste des méthodes qu'il faudrait solliciter et utiliser directement dans notre code.